Bonjour, vous écoutez Les Coquelicots, le podcast sur le corps au féminin. Je suis Floriane, votre hôte. Vous entendrez ici des témoignages authentiques de femmes qui vous raconteront une expérience vécue dans leur corps. Les sujets que l'on abordera vous permettront de mieux comprendre votre corps et ses mécanismes, mais surtout, nous allons créer des liens entre femmes. En bref, ce podcast est une histoire de sororité. Lorsque l'on est une femme et que l'on va donner naissance à un enfant, plusieurs options s'offrent à nous quant aux conditions dans lesquelles on désire accoucher. L'option la plus connue et la plus commune est d'accoucher dans la maternité d'une structure hospitalière, clinique ou hôpital, et d'être prise en charge par l'équipe qui est de garde à ce moment-là. Il est également possible, dans certains hôpitaux, d'accoucher en plateau technique. Cela signifie qu'une sage-femme libérale que l'on aura choisie se verra prêter les infrastructures de l'hôpital pour accompagner la femme qui accouche. Il existe aussi l'option de la maison de naissance, qui est une structure démédicalisée, encadrée par des sages-femmes et accolée à un hôpital, qui accueille des mamans souhaitant accoucher sans intervention médicale. Enfin, il est possible d'accoucher chez soi, à la maison. C'est ce qu'on appelle l'accouchement à domicile, ou AAD, lorsqu'il est accompagné par une sage-femme libérale. Lorsque l'accouchement est prévu sans aucune assistance d'un professionnel de santé, on parle alors d'un accouchement non assisté, ou ANA. Nous parlerons aujourd'hui uniquement d'AAD, donc accouchement accompagné à domicile. L'accouchement à domicile concerne la grande majorité des naissances dans le monde, notamment dans les pays d'Europe du Nord. Mais en France, les femmes qui choisissent d'accoucher à domicile sont très minoritaires. Cela concerne moins de 1% des naissances, alors que 17% des femmes de 18 à 45 ans souhaiteraient accoucher à domicile si cela était possible, selon un sondage IFOP de janvier 2021. Les raisons pour lesquelles l'accouchement à domicile reste très minoritaire sont tout d'abord culturelles. En effet, les femmes qui font ce choix sont fréquemment considérées sur la place publique comme des marginales inconscientes qui mettent en danger leur bébé. Pourtant, aucune étude ne démontre que l'accouchement à domicile serait plus risqué qu'un accouchement en structure hospitalière, ni pour la mère ni pour l'enfant. En effet, lors de ces accouchements, les sages-femmes sont très précautionneuses et au moindre facteur de risque, la femme enceinte est transférée à l'hôpital. À titre d'illustration, une étude portant sur les accouchements à domicile en France en 2018 et en 2019 ne recense aucun décès, ni infantile ni maternel. Par ailleurs, les accouchements à domicile sont freinés par des difficultés administratives et légales auxquelles sont confrontées les sages-femmes qui souhaitent accompagner ces naissances. Ainsi, en 2021, seules 85 sages-femmes accompagnent les accouchements à domicile en France. Alors, les futures mères doivent soit renoncer à accoucher chez elles, soit renoncer à l'assistance d'un professionnel de santé. À titre personnel, je souhaite que cette situation évolue et que l'accouchement à domicile se normalise et puisse être réalisé dans des conditions de sécurité optimales pour la femme et pour le bébé. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Molly me raconte son accouchement à domicile et m'explique les raisons qui l'ont amenée à faire ce choix éclairé et puissamment instinctif. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, je vous invite à écouter les 4 épisodes du podcast La Matrescence que je vous mets en note de cet épisode. Bonne écoute! Bonjour Molly. Bonjour Floriane. Est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît, me dire qui tu es? Je m'appelle Molly, j'ai 27 ans. Je suis maman de 3 filles qui ont de 8 à 1 an. Je vis dans le sud de la France du côté d'Avignon et je suis mariée. Et est-ce que tu viens me donner le prénom de tes filles? Oui, mon aînée s'appelle Meryl, ma deuxième s'appelle Ezer et ma troisième s'appelle Liv. D'accord, comme ça on va pouvoir situer un petit peu avec les prénoms la chronologie de tes différentes maternités, parce que tu es là aujourd'hui donc pour parler de maternité et en particulier d'accouchement et encore plus en particulier d'accouchement à domicile. Alors pour être tout à fait transparente avec les personnes qui nous écouteront,
Moi, je pense que chacune doit avoir le choix d'accoucher dans les circonstances qui lui correspondent. Mais personnellement, je suis particulièrement fervente de l'accouchement à domicile, que je n'ai pas, pour ma part, eu l'occasion de connaître, mais c'est voilà, je pars avec un parti pris qui est que je trouve ça formidable. Donc je pense que c'est important que je le dise parce que je risque de ne pas être très très objective dans mes dans mes commentaires et mes questions. Voilà, je le dis comme ça, c'est posé. Alors, on va commencer au commencement. Est-ce que tu veux bien me raconter comment tu t'étais préparée à l'accouchement pour ta première fille? Voilà, qu'est-ce que tu connaissais de l'accouchement? Qu'est-ce que tu avais envisagé? Quel était ton accouchement idéal? Quelles étaient tes idées, tes préreçus, tes conceptions sur l'accouchement? Il faut savoir que ma première grossesse était une grossesse surprise puisque je suis tombée enceinte à 19 ans. Pour moi, c'était évident qu'on allait le garder. Pour mon ex, c'était évident qu'on allait avorter. Ah, d'accord. Donc, à partir de là, ça a été compliqué. J'ai affermi mon choix parce que je me voyais pas faire autrement. J'ai jamais regretté d'être devenue maman une semaine après mes 20 ans. Simplement, j'ai toujours eu malheureusement un parcours gynécologique un peu catastrophique parce que j'avais jamais trouvé de professionnel réellement bienveillant. Donc, étant donné que je considérais pas et je ne considère toujours pas la grossesse comme une maladie, je ne voyais pas l'intérêt de voir un médecin. D'accord. Donc, avant d'être enceinte, t'avais pas une grande confiance dans le corps médical, donc t'as décidé pendant ta grossesse de pas trop entrer dans un suivi médical classique, c'est ça? C'est ça. Enfin, c'est pas un manque de confiance envers le système médical. Attention, c'est juste que j'avais pas eu de bonnes expériences avec les gynécos et que comme ça touche à l'intime, j'avais envie de me préserver dans les circonstances de la grossesse. Étant donné que je me considérais pas malade, je voyais pas l'intérêt d'aller voir un médecin. Mais il se trouve que j'ai dû aller en voir un puisque j'ai fait le truc complètement rocambolesque. J'ai fait un problème de peau. Et on ne trouvait pas ce que c'était. Et par hasard, le médecin généraliste chez qui je suis allée m'a demandé « Mais vous êtes pas enceinte ?» Parce que je suis obligée de poser la question au cas où. Parce que le traitement n'est pas compatible. Et c'est là que je lui ai dit « Ah oui, si, je suis enceinte. » Et t'étais enceinte de combien de mois à ce moment-là? Je dirais bien un mois et demi. D'accord. Mais donc ce monsieur, il s'est retrouvé un petit peu décontenancé par mes réponses, par mon positionnement. Je crois au début, il adhérait pas du tout à ma vision des choses. Et puis après, il a compris que je cherchais simplement quelqu'un de bienveillant et il m'a orientée vers un gynéco qui est aujourd'hui un gynéco qui pense comme une sage-femme et que j'aime très très fort dans mon cœur. Et qui a toujours une place singulière, mais qui a rendu ma grossesse belle. Malgré les circonstances dans lesquelles je suis tombée enceinte, ça a été vraiment un homme très bienveillant. Donc je pense que je regrette pas de m'être fait suivre finalement, puisque ça s'est très bien passé avec ce monsieur. D'accord, donc à la suite de la prise de contact avec ce gynéco, tu as décidé de continuer dans un suivi de grossesse assez, on va dire, classique, puisque tu avais trouvé la bonne personne, quoi. Exactement. Mais j'avais toujours dans l'idée que j'irais pas accoucher à l'hôpital, parce que j'ai toujours trouvé qu'en fait l'hôpital, on y va quand on est malade, on y va quand on va mourir, et j'ai jamais compris ni accepté trop cette ambivalence que dans une aile il y a des gens malades ou en souffrance et dans une autre aile en fait on donne la vie. Donc à 20 ans déjà, tu considérais que la place d'une femme qui accouche c'était pas à l'hôpital. Exactement. Et est-ce que tu sais d'où ça vient ça quand même, parce que c'est abouti en fait comme raisonnement, tu vois. Enfin, à 20 ans, en toute logique, en plus là vu que c'était une surprise, t'as pas eu le temps de réfléchir à toutes ces questions-là, tu vois. C'est ça, j'ai fait les choses au feeling et je sais pas, peut-être parce que je me suis déjà retrouvée à l'hôpital en soins intensifs, je me suis déjà retrouvée à rendre visite à des membres de ma famille qui étaient vraiment dans un sale état et cette odeur typique des hôpitaux, c'est quelque chose qui épidermiquement parlant, ça me fait des choses. Ça me fait des frissons, ça me met la chair de poule. Je sais que quand je suis dans le mal, c'est le meilleur endroit dans lequel je peux être. Je sais que quand j'y vais pour voir quelqu'un, c'est quelqu'un qui a besoin de prendre soin, donc j'y vais dans une démarche. Mais voilà, dans ma tête, c'est forcément dans un endroit où on ne va pas bien. Et déjà petite, quand je devais aller j'accompagnais mes parents pour aller voir un bébé et tout, et je trouvais ça très très bizarre, cette ambiance-là. C'est-à-dire que là, pour une fois, on allait voir la vie.
C'était instinctif pour toi de trouver ça contradictoire, l'hôpital où on soigne les gens et les mamans qui donnent la vie avec leurs nourrissons, quoi. D'accord. C'est ça. Et quand j'étais petite, ma maman a eu d'autres enfants après moi, et notamment assez tard. Donc j'ai été plutôt grande, j'avais 9 ans quand ma première sœur est née, et elle est née en 1 heure et demie, il me semble, et donc on a vécu toute la phase d'ouverture de l'accouchement ensemble. Et au dernier moment, ma mère est partie à l'hôpital, et j'ai ressenti une profonde tristesse qui m'a marquée à vie, parce que je me suis dit, c'est pas juste ma sœur, ça fait 9 mois que je l'attends, elle va arriver de façon imminente, et c'est des inconnus qui vont la voir avant moi, quoi. Et là, j'ai été triste. Mais vraiment, ça m'a marqué à vie. Je me rappelle, j'étais devant cette porte, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, et je me suis toujours dit, mais en fait, pourquoi on accouche à l'hôpital? Et là, déjà, cette question, j'avais 9 ans, elle m'a traversé l'esprit. Et finalement, en grandissant, elle m'a jamais quittée. Et finalement, quand je suis tombée enceinte, je me suis dit, t'es enceinte, t'as pas de problème, donc tu peux très bien accoucher dans ta douche. D'accord, oui, donc t'as quand même cette première expérience avec la naissance de ta sœur qui t'a mis face à cette réalité du fait qu'une maman qui accouche à l'hôpital est, entre guillemets, arrachée à son cocon, quoi. Exactement. Mais c'est comme ça que je l'ai vécu en tant que sœur, déjà. D'accord. Est-ce que, du coup, tu as parlé à ton gynécologue de ton projet d'accoucher à la maison? Je lui disais toujours si je vais à l'hôpital, parce que moi je préférais accoucher à la maison. Donc j'ai pas dit clairement je voudrais accoucher à la maison, j'ai toujours dit si j'y vais. Mais dans ma tête, mon plan premier c'était de rester chez moi. Et je pense que volontairement, il a pas. C'est quand même un sujet où il y a un tabou, une omerta, la chasse aux sorcières vis-à-vis des sages-femmes à domicile qui accompagnent les accouchements à domicile. Donc forcément, il m'a pas dit si tu veux accoucher à la maison, c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Jamais. Ouais, donc il a pas essayé de t'en dissuader, mais il t'a pas donné les informations pour pouvoir y accéder non plus. Exactement. Et est-ce que t'en as parlé autour de toi, de ce projet d'accoucher à la maison? T'en as parlé, je sais pas, aux personnes qui pouvaient être proches? Pas vraiment, parce que finalement, j'avais personne qui avait fait ce choix autour de moi de, entre guillemets, d'être hors système. Donc mon souhait, c'était que j'ai pas le temps d'arriver à l'hôpital. Mon souhait, c'était ça. Ouais, faire comme si t'avais eu le projet d'arriver à l'hôpital, mais que t'étais partie trop tard et que finalement c'était un bel accident, quoi. C'est ça, qu'on n'ait pas le temps de me toucher, et en même temps, j'avais pas trop envie d'être seule. J'étais dans une ambivalence parce que ma situation était déjà assez dans des circonstances singulières. Donc quand on a personne sur qui s'appuyer, c'est compliqué en fait. Oui, parce que t'avais pas quelqu'un pour être avec toi, chez toi, dans ton projet de naissance à la maison. Non. Et pourtant, au cours de la grossesse, vers 7 mois à peu près, je me retrouve à l'hôpital parce que des grosses contractions, je pouvais plus marcher, j'étais persuadée que j'allais accoucher prématurément. Et puis, donc je vais à l'hôpital parce que la prématurité, pour moi, c'est un motif où il faut y aller. Donc j'y vais avec bonne conscience, en fait. Je sais très bien que je suis en accord avec mon choix et avec la sagesse. Et je me retrouve là dans une salle qui m'a glacé le sang. J'étais pas prête du tout. C'est cette lumière, ces néons, c'est toute cette technologie, ces bruits. Franchement, j'ai eu la trouille. J'ai demandé à aller faire pipi juste pour sortir de cette pièce. Ouais. J'y suis revenue que quand j'étais prête, donc mon pipi il a bien dû durer un quart d'heure quand même. Et la sage-femme, elle a compris que j'étais dans la fuite, que j'avais pas vraiment envie d'être là, que cet univers, je me suis dit mais mon Dieu, mais c'est pas un endroit pour accueillir un bébé, quoi. Enfin, je trouvais ça froid et d'une mocheté désolante. Donc il se trouve que j'étais partie dans l'idée que j'allais accoucher prématurément. Je me suis dit allez, la prématurité, ma chérie, c'est pas toi qui décides, hein, donc tu vas faire ton bébé, tu vas serrer les dents, et puis t'es au meilleur endroit où tu peux être maintenant au vu des circonstances, donc réjouis-toi d'accueillir ton bébé, mets-toi en joie, prépare ton mental pour que ce bébé il arrive et sa maman elle soit chaleureuse. J'étais vraiment dans cet état d'esprit-là. Donc je me retrouve super déçue quand l'équipe médicale a réussi à stopper mes contractions et à me dire mais c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous au bout de 2 jours, je pense, d'hospitalisation. Je suis rentrée les bras vides et j'étais pas prête à rentrer les bras vides. Tu t'étais vraiment faite à l'idée que c'était maintenant, quoi. Exactement. Et du coup j'ai eu un déclic là parce que je me suis retrouvée suivie par deux sages-femmes, une sage-femme et un maïoticien pour être plus exact, 2 fois par semaine à la maison pour des monitos. Et c'est eux qui se sont occupés de ma prépa à l'accouchement. Et donc, c'était des pépites. Ce sont 2 professionnels qui ont marqué ma vie aussi, par leur douceur, par leur non-jugement de ma situation. Ils m'ont vraiment préparée au top. Et j'étais fan de Julien, ce maïoticien qui
qui faisait de l'humanitaire et qui avait assisté des accouchements un peu partout dans le monde et qui me racontait ses expériences et des femmes qui vont tellement pas à l'hôpital. Un maïeuticien, c'est l'équivalent d'un sage-femme ? C'est ça, c'est un sage-femme homme. D'accord. Et donc, quand il me parlait de ces femmes qui accouchaient naturellement de l'autre coin de la planète, je me suis dit, mais pourquoi moi je me retrouve dans un système surmédicalisé, parce que c'est pas ce que je veux. J'écoutais ces récits et ça me donnait des étoiles dans les yeux, quoi. Alors tous les deux, je leur disais à chaque fois qu'ils venaient à la maison pour me faire le monito de surveillance, et si je reste dans ma douche et que je t'appelle, est-ce que tu viens? Je cherchais désespérément en fait à trouver un professionnel qui pourrait m'accompagner dans mon souhait de rester chez moi. D'accord, donc dès ce premier accouchement, tu as quand même cherché, après ce fameux passage à l'hôpital là, dès 7 mois, tu as cherché un professionnel qui puisse t'accompagner pour l'accouchement à domicile. Exactement. Mais tu trouvais pas? Non. Ils me disaient pas que mon projet il était fou, en fait. Leur réponse c'était je comprends mais je peux pas. D'accord, donc ils te disaient non, si t'es dans ta douche et que tu m'appelles, je ne pourrai pas venir. C'est ça. Après, je crois que quand même Jessie, elle m'a dit, il me semble vraiment qu'elle me dit, écoute, si vraiment t'es dans ta douche et que ton bébé vient de naître, j'arrive. Ouais. Mais alors il faut expliquer aussi que c'est très compliqué pour les sages-femmes d'accompagner des accouchements à domicile puisqu'ils ne sont pas assurés et ils ont l'obligation normalement en termes déontologiques d'être assurés pour leur pratique. Or, pour les accouchements à domicile, ils peuvent pas être assurés parce que les assurances sont hors de prix. Enfin, ce qui crée le fait que les sages-femmes refusent les accouchements à domicile. En général, c'est pas de gaieté de cœur. Je pense qu'il y en a plein qui seraient complètement partantes pour accompagner les accouchements à domicile. C'est juste que la législation telle qu'elle est, en tout cas au jour où on enregistre ce podcast en France, ne leur permet pas de le faire en toute sérénité, en toute légalité. C'est ça. Et mais toi, tu n'en démordais pas. Tu restais avec ton projet quand même, malgré le fait de dire que tu allais certainement devoir faire ça toute seule. Tu n'en démordais pas. Et est-ce que tu craignais en termes de santé, du coup, pour ton bébé en te disant, mais du coup, si j'accouche toute seule et qu'il se passe quelque chose, etc., etc. Pas du tout. J'étais dans une sérénité légendaire. Je pense que peut-être à cet âge-là, et au vu des circonstances, on aurait pu dire que j'étais quelqu'un d'inconsciente ou qui réalise pas le danger. Mais comme j'ai toujours pas changé de vision des choses, je suis pas sûre qu'on puisse le dire en fait. T'avais confiance, quoi. Exactement. D'accord. Et est-ce que tu peux me raconter ce fameux premier accouchement dans les grandes lignes, comment ça s'est passé? C'était une horreur. C'était vraiment, j'aurais mieux fait de rester chez moi, quoi. Donc je suis arrivée, j'étais dilatée à 6. Finalement, t'as décidé d'aller à l'hôpital. Et oui, parce que personne n'aurait été là si j'accouchais seule à la maison, seule, quoi. Et quelque part, punaise, je suis jeune, j'ai 20 ans, j'avais envie de partager ce moment avec quelqu'un, au moins quelqu'un pour me tenir la main, quoi. D'accord, donc c'est ça qui t'a fait te décider, c'est le fait d'être accompagnée, du coup, par quelqu'un, et la seule manière d'être accompagnée par quelqu'un, c'était à l'hôpital. C'est ça, j'avais l'espoir qu'en allant à la maternité, je retrouve mon gynéco d'amour. Grave erreur. Et à quel moment t'as pris la décision de finalement te rendre à l'hôpital et de pas poursuivre ton projet d'accoucher à la maison toute seule, du coup? Quand j'ai vu que la douleur, elle s'intensifiait et que j'étais pas soutenue. D'accord, donc c'est en plein travail, en fait, que t'as pris cette décision. C'est ça. Là, j'ai senti la solitude, hein. La solitude avec un S majuscule, celle qui vous fait dire, peut-être que je vais devoir aller chercher du soutien ailleurs. Et donc je suis restée pragmatique parce que j'étais inscrite à l'hôpital, mon gynéco travaillait dans une clinique, donc je me suis dit tu peux très bien retourner à l'hôpital. Puis l'hôpital, je me suis dit ouais mais t'as vu la salle, oh, elle est trop laide. Si tu dois avoir des frissons comme la dernière fois, ça va pas le faire. Et puis je me suis dit allez va à la maternité où ton gynéco travaille parce que peut-être que tu pourras le retrouver. Donc t'étais pas inscrite là-bas mais t'y allais quand même. Ouais. D'accord. L'équipe de nuit était nickel, sauf que j'ai accouché sous l'équipe de jour et c'était problématique puisque l'équipe de jour était absolument pas bienveillante et ce jour-là, on était 6 ou 7 à accoucher en même temps et apparemment il y avait 3 césariennes, enfin bref, ils avaient absolument pas le temps de s'occuper de nous et encore moins de moi. Donc je me retrouve avec une péridurale imposée parce que la douleur me rend laide, je cite, la sage-femme de jour qui m'a percé la poche des os sans mon consentement, qui ça m'a accru la douleur et en fait là j'ai souffert comme jamais dans ma vie, j'ai cru que j'allais mourir dans cette pièce-là. C'était trop de douleur induite et là j'ai regretté de pas être restée chez moi. Je me suis dit mais tu vas mourir ici. J'ai commencé à réfléchir à partir
Puis après, je me suis raisonnée, je me suis dit, ma chérie, tu marches pas, tu boites, t'es grosse que t'en peux plus, il fait chaud maintenant, parce que le jour s'était levé, tu sais pas te repérer dans un couloir, ils vont te rattraper, ils vont t'attacher. Oublie, fais semblant de coopérer, mais je me suis sentie en danger, ouais. Ouais, et puis si t'étais dans cet état d'esprit d'opposition et d'absence totale de sérénité, ça pouvait pas bien se passer du coup. C'est ça. Et puis la péridurale s'est très mal passée puisque j'ai eu une brèche. Donc j'ai eu une décharge électrique du rachis jusqu'au coccyx instantanément après la pause, où j'ai perdu aussi l'usage de la parole et de l'équilibre. Donc ils m'ont laissé poireauter, étendue, affalée sur une poubelle à gerber ma race de douleur. Mon cœur n'a pas supporté, il a ralenti, je me suis sentie partir. Enfin, c'était horrible. C'était pire que les douleurs de l'accouchement, quoi. Je me suis retrouvée dans une situation où j'avais perdu le contrôle, où j'étais en dehors de mon corps complet, et la douleur induite était tellement insupportable que j'ai sincèrement cru que j'allais mourir à cet endroit-là. Ouais. Mais bon, j'ai accouché, j'étais contente de rencontrer ma fille, et je pensais que... Je me suis dit, en sortant de cette maternité, je me suis dit, regarde-la bien, parce que t'y mettras plus jamais un pied. Et je me suis promis que dorénavant, ce sera dans ma baignoire envers et contre tout. Tant et si bien que quand j'ai rencontré mon mari, je lui ai dit direct, je lui ai dit, je sais pas si tu veux des enfants, mais moi j'en veux, et le jour où on en aura, j'accoucherai dans ma baignoire. Que tu sois là ou pas, que tu sois d'accord ou pas, fais-toi bien à l'idée, parce qu'en fait, je changerai pas. Ah oui, donc c'était pas une discussion, tu lui expliquais. J'ai mis un point d'honneur. Il a dit oui à tout. T'avais quel âge à ce moment-là, du coup? Je devais avoir 24 ans, peut-être. D'accord, donc il s'était passé quelques années depuis la naissance de ta première fille. C'est ça. Et puis, un bébé est arrivé, on a voulu concevoir un enfant, on a eu un enfant, et puis... Donc des circonstances complètement différentes de ta première grossesse. Exact. Et il est venu tout mielleux. Tu es sûre que tu ne vas pas changer d'avis? Comment te dire? Je lui ai raconté une énième fois mon accouchement et je lui ai demandé, est-ce que tu es sûre que tu veux que je prenne le risque de revivre exactement la même chose? Il m'a dit non. J'ai dit voilà, ma réponse n'a pas changé. Oui, parce que en fait, quand c'était abstrait, il t'a dit oui, genre oui, on verra. Et en fait, au moment où c'était concret, il a dû un petit peu être pris de panique de se dire que ça allait vraiment se faire, que t'allais vraiment accoucher chez toi, quoi. C'est ça. Mais il m'a dit, écoute, tu accouches où tu veux, c'est toi qui mets au monde nos enfants, donc c'est toi qui décides. Il fait simplement, j'aimerais au moins qu'il y ait une sage-femme, quoi. Parce que il fait, moi, je veux bien te tenir la main, mais qui va me tenir la main à moi, quoi. Donc j'entends son positionnement, je respecte et je le mets au défi. Je lui dis écoute, si tu trouves une sage-femme, ok. Ah, donc c'était à lui de trouver la fameuse sage-femme qui accepterait. C'est bien ça. Il l'a trouvée. Ah. Et attends, juste au niveau du suivi, tu as fait un suivi médical classique pour ta grossesse? Du coup, j'ai été suivie par cette sage-femme, oui. Ah d'accord, c'est elle qui a fait le suivi depuis le début. Donc du coup, c'est ce qu'on appelle une prise en charge globale. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est la même personne qui te suit du début à la fin étant l'accouchement. Exactement. D'accord. Et comment il l'a trouvé? Écoute, je ne sais pas du tout. Je sais qu'il a passé plusieurs heures dans la nuit à chercher et qu'il l'a trouvé sur Internet et que le matin, il m'a dit voilà, j'ai les coordonnées. Et je lui ai dit mais vas-y, appelle-la. Non, c'est génial, vraiment, c'est génial. D'un côté, moi, j'avais une petite mauvaise foi quand même à ce moment-là. Et d'un autre côté, je me suis dit, si ça doit le faire, ça le fera. Et ça me va très bien comme ça aussi. Parce que après tout, dans ma tête, on allait former une équipe. Je serai plus seule pour enfanter. J'aurai mon mari avec moi. On sera des coéquipiers de vie et d'enfantement. Et donc du coup, ces conditions, elles méritent que je les entende et que j'y réponde aussi, qu'on trouve un compromis. Donc pour moi, j'étais pas super affermie au point d'être fermée à ses besoins. Oui, et puis tu avais eu de bonnes expériences quand même avec des sages-femmes, avec la sage-femme et le maïeuticien qui t'avaient suivi pour ta première grossesse. Donc tu n'avais pas une image, on va dire, catastrophique de toutes les sages-femmes. Exactement. Et donc je rencontre cette sage-femme. Enfin déjà je l'appelle, on fait connaissance au téléphone, elle cherche à connaître mes motivations parce qu'évidemment un AAD c'est aussi une question de détermination. Hein. Alors je précise AAD, accouchement à domicile. Oui. Et donc je lui raconte le pourquoi du comment, j'en viens à l'appeler et elle me dit punaise, un tel cheminement pour une femme aussi jeune,
ok, on se rencontre en vrai, on fait un rendez-vous, on entame le suivi, quoi. Puis Jérémy, mon mari, a pu poser toutes les questions que peut se poser un homme qui a jamais vécu d'accouchement, ou même un accouchement hors circuit conventionnel, je dirais. Et puis finalement, elle l'a tellement rassuré qu'il était emballé, hein. Vraiment, il était chaud, il était comme moi, il était serein, il avait qu'une hâte, c'était de vivre ce moment-là qu'on préparait en famille, puisque donc mon aînée a eu à peu près 5 ans quand ma deuxième est née, et elle se languissait de la venue de sa sœur. Et puis pour toi, ça devait te faire une espèce de flashback en te disant je lui ferai pas vivre ce que moi j'ai vécu à l'arrivée de ma sœur, c'est-à-dire qu'elle pourra être là et participer, et je vais pas partir avant justement la naissance de sa petite sœur, quoi. C'est ça, exactement. J'ai pensé à elle aussi. Enfin, j'ai pris la dimension globale et familiale d'un accouchement, parce que comme c'est aujourd'hui, on a l'impression que c'est un tête-à-tête entre une femme et une équipe médicale d'inconnus. Même l'homme, il a pas sa place, alors les enfants, imaginez. Et je trouve ça d'une tristesse, mais d'une tristesse. C'était pas du tout comme ça que je voyais les choses. Je voulais que ça soit un événement extraordinaire, ancré dans l'ordinaire du quotidien. Bébé est né, que la vie continue, festoyons, un verre de champ et... Non mais c'est vrai, quoi, tout simplement. Et est-ce que tu en as parlé à tes proches en dehors de ta famille nucléaire, donc les autres membres de ta famille ou tes amis? Est-ce que ton projet d'accouchement à domicile était connu d'autres personnes que ton mari et ta fille? Ah oui, je m'en suis pas cachée. Les gens de ma famille et mes amis proches me connaissent un minimum, donc ils savent que si j'entreprends quelque chose, c'est parce que j'y trouve du sens, parce que je m'y intéresse, parce que j'ai des raisons un minimum solides. Quand bien même certains étaient perplexes, ils se sont jamais dit elle est tarée ou c'est dangereux. Jamais. Ils se sont dit bon, elle semble le faire dans un minimum de sécurité puisqu'il y a une sage-femme. Voilà. Ils ont respecté mon choix, ils ont respecté aussi de pas venir calquer leur peur sur les miennes. Ils ont été nickel. Mes amis proches, j'entends, après les gens moins proches, j'ai eu de tout comme réaction. À peu près comme les professionnels médicaux, en fait, il y a les gens qui vous insultent, ceux qui vous disent que vous êtes inconsciente et dangereuse, ceux qui vous souhaitent du mal pour que vous compreniez la leçon que il faut absolument pas faire ça, que c'est trop dangereux. Ah oui, d'accord. Ah ouais, j'ai déjà tout entendu, que j'étais une capricieuse, que... Ah ouais, non... Puis finalement, je me dis, les réactions comme ça me conforte dans mon choix, puisque si déjà, dans un moment où je suis pas spécialement vulnérable, on me traite mal, alors imaginez un moment où je le suis. J'avais encore plus envie de me préserver. Et ça, c'était quoi? C'était par exemple lors des échographies ou c'était ou des prises de sang qu'on te disait ce genre de choses? Ouais, l'inscription à l'hôpital, les prises de sang. Oui, parce que la sage-femme t'impose d'être quand même inscrite à l'hôpital au cas où il y ait une difficulté, elle pouvoir te transférer à l'hôpital. C'est ça. Et elle, ça lui permet aussi de se protéger, quoi. Je sais quel risque elle prend à exercer dans la situation actuelle en France. Donc, je pouvais très bien m'inscrire à l'hôpital et faire ma part aussi pour que elle soit dans des conditions un peu plus idéales, si on peut dire ça comme ça. Bien sûr, je me suis inscrite à l'hôpital. Oui, parce que un accouchement à domicile assisté par une sage-femme, c'est pas la même chose qu'un accouchement non assisté, c'est-à-dire que la sage-femme, elle est formée, compétente pour détecter la moindre difficulté qui pourrait intervenir dans le cadre de l'accouchement. Donc, c'est-à-dire que elle a tous les équipements médicaux pour, par exemple, mesurer le cœur du bébé, mesurer le cœur de la maman, s'assurer que tout se passe bien, et au moindre doute, elles ne prennent pas de risque, de toute façon, parce que c'est pas dans son intérêt, en fait, de prendre un risque, ni pour la patiente, ni pour le bébé, ni pour elle, sa carrière. C'est pas dans son intérêt de prendre des risques. Donc, au moindre doute, au moindre risque, à la moindre complication qui pourrait intervenir lors de l'accouchement, ce qui est rare, mais ce qui peut arriver, elle procède à un transfert à l'hôpital. Et d'ailleurs, c'est pour rester dans le cadre de ce zéro risque que les sages-femmes qui accompagnent des accouchements à domicile ne prennent pas des grossesses dites à risque pour, je sais pas moi, un gros diabète, une personne en situation d'obésité, une personne qui attend une grossesse, qui vit une grossesse multiple, ou alors quand on est bien après terme, etc., etc. C'est pas n'importe quoi, freestyle, je veux dire. Non, c'est ça. Il faut que tous les voyants soient au vert. Il y a quand même des conditions. On fait pas n'importe comment. Ça existe aussi de ne pas avoir de suivi médical et de décider d'accoucher à domicile sans sage-femme, mais c'est autre chose, c'est un autre projet. Mais l'accouchement à domicile avec une sage-femme, c'est aussi sûr et sécure,
voire même un petit peu plus parce qu'il n'y a pas tous ces facteurs de surmédicalisation qui peuvent être délétères qu'un accouchement en structure. C'est juste un accouchement dans un cocon qui est le domicile, mais accompagné par un professionnel de santé. Voilà. Exactement. Je pense que, comme je dis souvent, l'accouchement à domicile, c'est pas refuser la médecine. Au contraire, c'est la remettre à sa juste place, à savoir y avoir recours quand on en a besoin. Et de fait, je pense que quand on le voit comme ça, finalement, on se rend compte que la AD, ça s'inscrit dans une logique qui mérite d'être démocratisée. Et respectée. Moi, j'aime bien dire que, alors c'est le moment glamour, que accoucher, c'est comme faire caca. C'est-à-dire que c'est quelque chose de naturel, on n'a pas besoin d'apprendre à faire, on le fait naturellement, ça pousse, ça va vers le bas. Par contre, si on a un souci au moment de faire caca, parce qu'on est constipé, parce qu'on a de la diarrhée, parce qu'on saigne, parce que quoi que ce soit, à ce moment-là, on va voir le médecin. Voilà. Non, mais c'est vrai. C'est pareil, l'accouchement. Moi, je leur dis aux gens, mais vous avez besoin généralement, quand on n'arrive pas à concevoir, on va chez le médecin. Mais généralement, tu conçois ton bébé chez toi, dans l'intimité. Et l'accouchement, c'est juste la prolongation de cet acte sexuel. C'est exactement, on doit être dans les mêmes conditions. Et je crois pas que on se soumette à des protocoles hospitaliers devant des inconnus pour concevoir un bébé. Je pense même que si tu devais concevoir un bébé dans ces circonstances, il y a de grandes chances que ça soit nul. On galérerait, ce serait long, ce serait fastidieux. Enfin, voilà, tous ces trucs qui peuvent pourrir une relation sexuelle, je pense qu'on serait exactement dans ce même schéma. Et pour autant, l'accouchement, on le conçoit dans des circonstances complètement opposées. Et c'est là où je me dis, quelle méconnaissance de la physiologie, en fait. Je pense qu'avec un petit peu de documentation, on arrive à faire évoluer les mentalités parce qu'on se rend compte que on a des peurs qui n'ont pas lieu d'être. Ouais, et effectivement, l'intégralité des représentations populaires de l'accouchement, c'est vraiment une vision monotone. C'est toujours la même chose. C'est à l'hôpital, en blouse bleue, en train de hurler à la mort, les pieds sur les étriers et le gynécologue entre les jambes. C'est-à-dire que dans les films, les séries, les livres, quoi que ce soit, c'est vraiment, il n'y a que ça. Il n'y a aucun autre scénario qui est présenté dans la culture populaire. C'est ça. Mais après, je pense que tous les choix s'entendent à partir du moment où ils sont libres, réellement libres, c'est-à-dire pas sous le joug de la peur ni de la coercition, et éclairés. Et en fait, c'est justement aujourd'hui, c'est absolument pas le cas. Ouais, c'est ça. Donc, revenons du coup à ton accouchement. Donc, tu avais fait ta préparation avec ta sage-femme, t'étais prête, plus déterminée que jamais, ça, je l'ai bien compris. Est-ce que tu peux me raconter comment s'est passé ce bel accouchement ? Vers 4h du matin, j'ai senti que ça se mettait en place tranquillement, vitesse de croisière. T'étais à combien de temps de ton terme ? Pareil, j'ai accouché de mes 3 à 40 semaines. D'accord, donc une petite semaine avant terme. C'est ça. Donc j'étais assez sereine, j'étais super excitée de voir que ça y est, mon bébé allait arriver. Je dis à mon mari, écoute là, franchement, je sens rien, pas la peine de l'appeler quoi. Donc t'avais des premières contractions, mais c'était léger. C'est ça. Puis vers 6h du matin, ça commence à s'intensifier, mais rien de fou. Et de 4h à 6h, tu faisais quoi du coup ? Je sais même plus. Ben si, j'étais dans mon lit, tranquille. Mon mari me faisait des papouilles, on regardait une série. Ah, tu faisais ta vie, quoi. Vraiment. Exactement. D'accord. J'étais bien, quoi. En fait, j'étais super excitée. Donc, je profitais de mon excitation. En même temps, je me disais, bon, tu sais pas combien de temps ça va durer, donc prends des forces. Fais ce qui te fait plaisir sur l'instant T, et puis tu te raviseras quand t'en auras marre, quoi. Vers 6h du matin, voilà, la position couchée, ça commençait à être plus trop supportable, j'avais envie d'autre chose, j'avais envie de bouger. Et donc là, mon mari me dit, ce serait peut-être bien d'appeler la sage-femme. Et moi, je lui ai dit, écoute, franchement, appelle-la si ça te rassure, mais moi là, ça fait pas mal, quoi. On n'y est pas encore, hein. C'était pas une douleur que tu n'arrivais pas à gérer ou qui te coupait du monde. C'est ça. Pour l'instant, j'étais encore, j'étais tranquille. Et puis, donc mon mari appelle la sage-femme. Elle me dit, écoute, il faut que j'amène, donc je sais plus si c'est sa fille ou la fille de sa collègue passer le brevet. Elle me dit, est-ce que je la dépose ou est-ce que je dois venir tout de suite et je trouve un plan B. Et moi, je jauge la douleur. Je lui dis, écoute, franchement, t'es large, quoi. Elle, le brevet, c'est sa vie. Enfin, je veux dire, quand t'as 14 ans, tu t'es entraîné toute l'année pour passer ton brevet, tu dois être au max de ton stress. Tu dois avoir l'impression, de jouer ta vie. Moi, je lui ai dit, écoute, les douleurs, ça va tranquille. Et puis, si t'arrives en retard, t'arrives en retard. Hein. De toute façon, la femme accouche depuis que l'humanité existe, donc t'as le temps. T'inquiète pas. Moi, je pensais à cette jeunette, là. Je me suis dit, non, mais c'est bon.
Tranquille, je suis pas une priorité. Et puis, donc la sage-femme me rappelle vers 7h. 7h, qu'est-ce que je faisais? J'étais en train de manger tranquillement, je prenais mon petit-déj. Ah oui, donc tu vraiment comme si de rien n'était. Mais moi, je continue ma vie. Je gère mes contractions, je suis chez moi, je me sens tellement bien, tellement sereine qu'en fait, ça roule. Donc, elle me rappelle vers 7h, elle me dit, t'es sûre, je l'amène? Je dis, mais oui, je sens rien là, franchement, je suis tranquille, t'inquiète pas. Puis mon mari me dit, bon, t'as mangé, je sens qu'il est quand même observateur, il me dit, ça te ferait plaisir un bain? Et là, je dis, écoute, ouais, je pense que ça pourrait me soulager, parce que je commence à sentir que là, je peux plus trop continuer ma vie, faut que je me mette dans ma bulle. D'accord. Et est-ce que tu sais à peu près de combien étaient espacées tes contractions à ce moment-là ou pas du tout? Ah non, pas du tout, moi je suis pas le genre de nénette qui compte tout ça. Mais c'était rapproché, c'est-à-dire qu'il se passait pas une demi-heure, quoi. Ah oui, c'était rapproché. Je suis quelqu'un qui vit les choses. Je me voyais absolument pas mettre mon téléphone, télécharger une application pour compter. Pour moi, ça c'est de la charge mentale. Je compte pas. Je suis je vis mon enfantement. Tout le reste, mais alors j'en ai rien à faire. Donc oui, ça s'intensifie, ça se rapproche. Je me dis punaise, un bain, ça va me faire du bien. La chaleur, je m'y vois. Je me dis allez, ok. Je sens que j'ai mangé un peu. Je sens que je peux plus manger là. Voilà, je passe à autre chose. J'accepte. Mon mari me fait un bain. Je me mets dedans. Mon Dieu, ça m'a fait du bien. Et du coup, donc je me retrouve dans mon bain. Je gère mes contractions. Et puis au moment où je perds pied, c'est-à-dire, je sais pas moi. Je sais plus, je saurais même pas vous dire quelle heure il était, mais je sais que je rentre dans le bain vers 7h30. Je sais pas, vers 8h, je commence à me dire, oh, putain, faut appeler la sage-femme, là, quand même. C'est-à-dire que je pense que j'ai commencé à faire des vocalises vers 8h moins le quart. Et que, quand j'ai dit à mon mari, écoute, je perds pied, je perds pied, appelle la sage-femme, dis-lui que c'est maintenant, en fait. Il a appelé la sage-femme. Elle lui dit, tu es sûre que c'est maintenant? Passe-la moi, au téléphone, je vais te dire. Et donc, j'essaye de lui parler, mais j'y arrive pas. Elle écoute mes vocalises, elle dit, ah oui, c'est le moment. C'est maintenant. Elle lui a dit, je serais pas arrivée. Et donc, elle me dit, écoute, elle lui dit, je pense que, je me rappelle plus, mais je sais qu'elle lui dit qu'elle va se mettre en chemin, quoi, que c'est bon, elle a déposé cette jeune femme, passer son brevet, et qu'elle arrive, quoi, qu'elle se met en route. Mon mari me dit qu'est-ce que tu veux, et là ça y est, je supporte plus d'être dans le bain puisque la baignoire c'était un fond rigide, donc ça m'augmente la douleur dans le dos, c'est pas possible, et visiblement je peux pas avoir cette douleur là parce que la chaleur du bain ne me soulage plus assez, et en fait la dureté de là où je suis ça m'engendre de la douleur, donc je sors. Mon mari il me sèche, il m'accompagne, je vais dans le lit, je lui dis écoute, éteins la musique, ferme les volets, je veux être dans le noir, quoi. Donc je me mets dans ma cahute et je suis très bien. Et là j'ai une phase de quiétude. Je pense que j'étais dilatée au max, mais que mon corps il s'est dit on va faire une pause avant l'expulsion. Tu vois, tu vas te reposer. Donc là je sais que j'ai dormi. Je crois ça a duré, je sais pas, peut-être 5-10 minutes. J'ai dormi, mais j'étais bien. Hein. Là, je peux vous dire, j'étais shootée aux hormones, un des meilleurs moments de ma vie. Dans une plénitude, une légèreté, je planais complet. T'avais encore des contractions? Ah non, j'en avais plus. Plus de contractions, pleine d'hormones, complètement dans ta bulle, au max, quoi. Ah ouais, là, je me suis dit, écoute, je suis tellement bien, mais j'avais l'impression d'être sur une plage aux Bahamas, les pieds en éventail, avec une petite pina colada sur le côté. J'étais tellement bien que je me suis dit, écoute, dors. T'accoucheras plus tard, quoi. T'es trop bien. Et donc je me sens m'endormir, et puis d'un coup j'ai plus de notion du temps évidemment, je sens mon bébé descendre, je sens qu'elle s'engage dans le bassin, je sens que voilà, le toboggan est ouvert. Donc du coup je me réveille et je dis à mon mari il était en train de petit déjeuner avec mon aîné qui du coup s'est réveillé. Parce que quand j'étais dans la baignoire, elle s'est levée, c'était un mardi, donc dans sa tête, elle pensait qu'on allait la réveiller pour aller à l'école, et pas du tout. Tu n'iras pas à l'école, mon enfant, puisque ta sœur arrive, donc profite de ta journée de vacances. Et regardez un petit manga tranquille dans le salon en déjeunant ensemble. Du coup, quand je la sens descendre dans le bassin, je crie, je dis « Elle arrive !» Et mon mari, il arrive tranquille, peinard, peut-être un peu trop zen à ce moment, parce que j'avoue, il m'a un petit peu énervé. Sa zénitude m'a agacée. Il me regarde, et là, je sens que dans sa tête, il se dit, mais la douleur l'a fait délirer complètement. Il me dit, non, mon amour, le bébé, il est pas là. Et puis, il s'en va. Tu sais, en fait, il me laisse dans ma bulle, quoi. Il me laisse dans ma bulle, et deuxième contraction,
et la tête entière est sortie d'un coup. Et je lui dis, mais elle est là! Et du coup, il arrive en courant, il voit la tête, il fait, ah oui, ah, tu avais raison. T'avais encore la poche des os par-dessus sa tête, du coup, à ce moment-là? Je saurais pas du tout dire parce que on était dans le noir. Mais ce que je sais, c'est que j'avais pas rompu la poche des os. La poche des os a éclaté au moment où mon bébé est sorti en entier. D'accord, c'est ça, ok. Et donc du coup, là, il la voit entre tes jambes. Donc t'étais dans quelle position, toi? J'étais en chien de fusil, j'étais allongée sur le côté. Et instinctivement, je mets mon pied sur son épaule. Et son toucher me fait du bien. C'est-à-dire que de sentir sa peau, là, sa main sur mon pied... ça m'a soulagée, ouais. En fait, je sais pas pourquoi, ça a soulagé ma douleur, mais là, comme ça, j'étais parfaitement bien. En fait, je souffrais pas du tout. J'étais même surprise que mon bébé soit déjà là, parce que dans ma tête, j'avais tellement souffert pour le premier que j'allais affronter une douleur qui se rapproche de la vallée de la mort pour cet accouchement, quoi. Ben oui, surtout qu'en plus, le premier, j'avais eu une péridurale, donc dans ma tête, j'avais été anesthésiée au pire moment. Et en fait, pas du tout. J'étais tellement bien dans mon cocon qu'en fait, la douleur, elle est gérable, quoi. Ouais, toi, tu te disais que la douleur, elle était encore plus importante que ce que tu avais jusque-là connu, donc que ça allait certainement éclater toutes les jauges de douleur possibles et imaginables, quoi. C'est ça. Et en fait, non, avec le recul, j'ai compris que la douleur induite est de loin pire que celle qui est physiologique, en fait, parce que la douleur physiologique, il y a un mécanisme qui se met en place justement pour nous aider à la soulager. Et moi, comme j'étais à fond dans la physio, là, oh là là, mais un régal. On peut pas avoir plus d'ocytocine que de la situation dans laquelle t'étais, quoi. Ah non, mais d'en parler, j'accoucherais bien, là, en fait. Le kiff, quoi. Ouais, mais franchement, j'adore accoucher, ouais, c'est un bonheur inégalable. Et du coup, mon mari me dit qu'est-ce que je fais? Je dis rien, en fait, reste là, ton toucher, ça me fait du bien. Et ma fille arrive, elle voit sa sœur un peu entre les deux mondes et elle me dit super maman, le bébé il arrive, tu fais du bon travail et tout, elle me fait un bisou. Donc du coup, pas du tout choquée de voir une tête sortir de mon entrejambe, pas du tout en fait. Pour elle, c'était normal. Et puis la contraction suivante, ma fille sort en entier. Est-ce que entre ces deux contractions-là, tu sentais ce qu'on appelle le cercle de feu, donc où ça brûle en fait avec la tête qui est, comme tu dis, entre les deux mondes? Ouais. Ah ouais, en fait c'est ça. Là j'ai compris pourquoi on l'appelle le cercle de feu, c'est que tu vas au devant d'une douleur que tu ne connais pas encore, et du coup t'es partagé entre la peur parce que tu te dis putain mais il faut que ça sorte, il faut que je sois soulagée, parce que c'est quand même intense en fait. Ouais. Ah oui, puis tu sens qu'il faut que c'est pas normal que ça soit bloqué entre les deux, qu'il faut que soit que ça rentre, soit que ça sorte. Exactement. Cet entre-deux, il est absolument pas négociable. Ouais, c'est pas possible. Et soit t'es dedans, soit tu sors, mais tu restes pas là. Tu n'as pas ta place. Tu n'as pas ta place. Ce n'est pas vivable. Et donc en fait, je n'ai pas poussé en fait. J'ai juste avec ma respiration, j'ai fait des râles, mais c'était complètement instinctif. J'ai fait des râles, j'ai soufflé mon bébé comme on dit. Voilà, je l'ai soufflé et ça m'a pas demandé d'effort. Je n'ai pas poussé. Et elle est née comme ça, en 3 contractions, on n'en parlait plus. Donc le début de la tête, la suite de la tête et le corps qui est sorti tout d'un coup, quoi. Exactement. Donc mon bébé sort. Elle est allongée entre mes jambes, il la prend, il me la donne. Et là, transcendant. Transcendant, rien que d'y penser, ça m'émeut. Là, je plonge dans les yeux de mon bébé, je me dis, mais mon Dieu, je l'ai fait. Toi t'es là, tu vas bien, t'es belle comme tout. Et puis le shoot d'hormones, mon Dieu, mais ça c'est collector, hein. Et puis du coup, avec mon mari, on est sur notre nuage et là on se dit mais quelle heure est-il? 8h18. Et il y avait la fille qui était là, du coup elle a assisté à la naissance. C'est ça. Donc vous étiez vraiment tous les 4 là à ce moment-là. Exactement. Et puis il y avait un silence, le silence on était tous les 4 dans la même, on était en osmose quoi, on était dans une harmonie et une paix. C'était un silence qui était victorieux. Donc elle a pas pleuré ta fille qui venait de naître? Pas du tout. Elle avait quelques glaires, mais voilà quoi, un appel à la sage-femme, qui d'ailleurs au moment où on l'a appelée, la pauvre, elle s'est pris un sanglier, donc du coup on était partagés entre l'envie de rire, on s'est dit mais c'est cocasse mon Dieu, elle est pressée, elle se prend un sanglier, nous on se dit qu'est-ce qu'on va faire avec ces glaires là,
tu sais, le genre de truc que tu te dis, tu peux absolument pas vivre dans un hôpital. C'est là, tu sais, les aléas de la vie, mais tout roule, quoi. C'est un quotidien. C'est drôle. Je m'attendais pas à ça, l'histoire du sanglier. À chaque fois qu'on se croise, on en reparle parce que ça nous a marqué, cette histoire de sanglier. Très marrant. Très Parce que marrant. toi, t'avais du coup ton bébé, bien évidemment, j'imagine, sur toi, sur ta poitrine, et tu sentais quand même qu'il y avait une petite gêne au niveau de la respiration, c'est ça? Non, elle avait quelques glaires, mais il fallait juste frictionner. Enfin, tu sais, c'était quelque chose de très simple. En fait, j'étais pas inquiète. Mais mon mari pensait que j'étais inquiète parce que j'observais mon bébé et je me disais là, tu sais, il y a des glaires qui le gênent. Mais donc du coup, il s'est dit si ma femme elle fronce les sourcils, c'est que c'est grave. Et là, il s'est senti seul. Là, il y a un moment où il aurait aimé avoir quelqu'un juste pour le rassurer lui. Et je lui en veux pas, c'est bien normal. C'était son premier. Déjà, je trouve qu'il a un sacré courage pour avoir accompagné la naissance, pour avoir été un soutien infaillible au moment où il y avait personne. Donc je me dis, punaise, mon mari, quand même. Tous les hommes ne l'auraient pas fait. Donc j'entends qu'à ce moment-là, en plus dans cet inconnu, il a eu besoin de quelqu'un pour le rassurer. Pouh là là, je lui en veux pas du tout. Puis bon, j'ai collé mon bébé, il m'a mis sous un plaid et puis là on l'a admiré, on l'a senti, puis donc la sage-femme est arrivée une demi-heure après la naissance. Ah oui, quand même. Mais ouais. Ah oui, parce que le sanglier du coup c'est un petit contretemps quand même. Et à ce moment-là, est-ce que tu peux m'expliquer si tu avais expulsé ton placenta? Enfin, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé avec le placenta? J'ai rien fait en fait, je n'y ai pas pensé, j'étais tellement sur mon nuage que ouais, je crois qu'on a sorti le placenta, il a dû sortir 1 heure après la naissance. Voilà, tout simple. Il est sorti tout seul. C'est ça, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait qu'attendre. C'est quand même faire quelque chose, attendre en fait. Enfin, être dans son nuage, tomber en amour avec son bébé, c'est quand même faire quelque chose. Mais dans notre société, on a l'impression qu'il faut faire genre agir. Vous voyez, mettre ses mains partout, calculer le temps. Et en fait, non. Là, le seul truc qu'on doit faire, c'est laisser faire. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Et finalement, c'était parfait puisque pour l'accouchement d'après, c'est ce qu'on a fait aussi. On a laissé faire, on n'a pas compté le temps. On a pris le temps, en fait, de découvrir notre bébé. Et le reste vient en son temps. Quand est-ce que vous avez coupé le cordon, si vous l'avez coupé? Ouais, je crois on l'a coupé, peut-être, je sais pas, peut-être 2 heures après. Ouais, donc vous avez vraiment bien laissé le temps au placenta de sortir, puis au placenta de donner tout son fluide magique à ton bébé. C'est ça, on a pris le temps. Enfin, le temps, c'est tellement un moment où il faut pas penser au temps et quelle heure il est, le vite, que je vais vous dire, ah si, on l'a fait rapidement, mais en vrai, il y a beaucoup de temps qui s'est passé. Enfin, beaucoup de temps comparé à la norme dans laquelle on agit aujourd'hui. En réalité, on a pris le temps, mais quand on prend le temps de découvrir son bébé, en fait, ça passe assez vite. Hein. C'est suspendu dans le temps, justement. Exactement. Et est-ce que tu as eu une déchirure? Non, j'ai eu 2 éraillures, je crois. Et dans les 2 jours, on n'en parlait plus. Hein. Elle t'a même pas mis de points, rien du tout? Non, puis les points, je m'en rappelle très bien. Parce que j'en avais eu à mon premier accouchement. C'est une souffrance, mon Dieu, c'est horrible. C'est que tu crois que t'en as fini avec l'accouchement, et en vrai, pas du tout, puisque t'as des points, tu peux pas t'asseoir, tu peux pas te doucher, tu peux pas aller faire pipi tranquille. C'est pas possible. Donc, je suis rentrée chez moi de la maternité, je les ai enlevés un par un à la main parce que je souffrais trop. Et il était hors de question qu'on me repousse. Jamais. Non. Donc, j'ai mis mon lait, ça a suffi, et on n'en parlait plus. Hein. 2 jours après, nickel. T'as vraiment senti une différence au niveau de ton postpartum physique et émotionnel entre ces 2 accouchements? Ah oui, parce que déjà on m'a pas touchée, on m'a rien volé, on a respecté ma temporalité. J'ai eu envie de me lever, d'aller me doucher, j'ai pu me passer un coup d'eau. Ça n'a rien à voir, ni en termes de douleur, ni en termes de confort. Puis une fois que la sage-femme est partie, donc 2 heures après sa venue, on s'est fait un plateau repas. J'ai mangé dans mon lit avec mes enfants, avec mon mari. Et en fait, j'étais tranquille dans mon cocon. J'ai fait ce que j'ai voulu, comme j'ai voulu. J'ai pas subi la bouffe infâme de l'hôpital à l'heure où il fallait que j'ai faim. Donc si on te distribue un plateau à 11h30, tu manges à 11h30. Non. Il y avait pas de contrainte ni de temps ni d'horaire, on m'a pas touché rien. J'étais maître de tout. Et tu t'es remise sur pied, c'est le cas de le dire, très très immédiatement en fait. Ah oui. Et est-ce que ça a changé quelque chose dans le lien que tu as créé avec ton enfant à sa naissance? Complètement.
Complètement. J'ai la sensation, en fait, que l'unité que je formais avec mon bébé, cette symbiose qu'il y a pendant la grossesse, elle perdurait. J'ai pas eu la sensation que, qu'on m'a volé un truc ou qu'on m'a arraché quelque chose et qu'il faille que je fasse un effort pour créer du lien. Puisque là, on a fait une équipe. La naissance, on l'a vécue toutes les deux en équipe. Et du coup, on s'est retrouvés à la fin de la course, c'est tout. C'était que le prolongement, en fait, de ta grossesse et c'était pas, il n'y avait pas eu quelque chose de coupé puis à recoudre, en fait. Exactement. Ça fait une grande différence. Ouais, tu m'étonnes. Même en termes de peut-être baby blues ou chute d'hormones, etc. J'imagine que ça change tout. Mais même en termes de satisfaction de son accouchement, là, j'ai gagné une confiance en moi que j'ai absolument pas eu pour mon premier. En fait, si vous voulez, mon premier, c'est comme si mon accouchement, il était fade, il était insipide, il avait pas de texture. Il était beau parce que voilà, j'ai rencontré mon bébé et que l'événement est beau parce que c'est dans sa nature. Mais c'est comme si on avait occulté tout le transcendant, toute l'intensité, toute la magnificence, la grandeur et tout ça, c'est comme si on me l'avait enlevé. Le féminin sacré. Ah bah là, je peux vous dire que j'ai goûté et pour rien au monde, j'accoucherai différemment. Jamais de la vie. C'est trop addictif. C'est trop bon. À tel point que tu as réitéré l'expérience du coup pour ton bébé numéro 3 où tu as à nouveau accouché à la maison avec cette même plénitude. Exactement. Et est-ce qu'il y a d'autres bébés, d'autres accouchements à venir du coup ? Là, pour le moment, non. Parce que j'ai d'autres projets et que j'ai besoin de me reposer aussi. C'est quand même intense de materner 2 enfants en bas âge, de les allaiter. C'est prenant. J'aime ce que je fais, mais je pense que j'ai besoin de me materner aussi maintenant. Mais peut-être dans l'avenir, parce que peut-être dans l'avenir, en fait, je suis jeune, j'ai 27 ans. Qu'est-ce qui me dit que dans 5 ou 10 ans, je remettrai pas le couvert? Advienne que pourra. En tout cas, je pense que dans 5 ou 10 ans, me connaissant, je vais garder la recette qui marche bien. Les bébés faits maison, c'est succulent. Mais en fait, c'est tellement, comme tu dis, succulent que l'idée de te dire plus jamais, ça doit être insupportable en fait, de te dire il y aura plus d'accouchement, vu que ça a été un tel plaisir pour toi ces 2 derniers accouchements. Ah ben j'avoue que si je devais faire le deuil de la maternité maintenant, ce serait difficile et douloureux. Donc je me laisse la porte ouverte parce que aussi on sait pas de quoi la vie est faite. Hein. Peut-être que j'en aurai un autre et peut-être que cette fois-là j'aurai besoin d'aller à l'hôpital et je veux dire on maîtrise jamais. Il y a une part qu'on peut maîtriser, il y a une part qu'on peut induire, mais la vie est surprenante et on maîtrise, enfin je veux dire, je suis pas omnipotente, je peux pas maîtriser le cours des choses ni les circonstances, je peux maîtriser mon mental, je peux maîtriser ma façon de réagir aux choses, je peux maîtriser la préparation, mais je peux pas maîtriser les aléas de la vie. C'est sûr, je suis d'accord avec toi. Et pour rebondir un petit peu du coup sur mon expérience, moi j'ai adoré l'expérience d'accoucher, même si c'était différent de toi puisque j'étais en structure, mais ce sentiment en fait d'accoucher, cette fierté d'accoucher sans péridurale, ce truc de me dire je voulais le faire et je l'ai fait et en fait il y a que moi là tout de suite maintenant qui sait à quel point c'était intense et à quel point il faut être connecté, avoir entre guillemets les épaules solides et être un roc pour y arriver. Et j'y suis arrivée et c'est tellement merveilleux que je me dis mais je voudrais vivre ça toutes les semaines. Et là j'ai ma sœur qui est enceinte, qui est sur le point d'accoucher. Coucou Célia. et je lui ai dit mais si tu veux moi j'accouche pour toi et après je te donne le bébé mais s'il te plaît je vais accoucher les bébés de tout le monde en fait. Et souvent, quand je dis ça, les gens sont surpris. Quand on me dit alors l'accouchement, je dis j'ai adoré. Les gens sont surpris parce que, encore une fois, l'image populaire qu'on a des accouchements, c'est ah mon Dieu, c'était une douleur insupportable, plus jamais. Et en fait, non, ça peut être c'était tellement bien, encore. C'est ça, tout dépend de la douleur, ce qu'on en fait. Est-ce qu'on en fait un allié? Est-ce qu'on en fait quelqu'un à combattre? Est-ce qu'on en fait une peur? Enfin, la douleur, je pense, elle se dompte. Et c'est ce qui fait aussi que c'est un moment, c'est un moment transcendant dans une vie qui a de la texture parce que justement, on ressent tout un tas de trucs. On ressent une intensité dont on soupçonnait pas qu'on pouvait ressentir aussi. Hein.
Et ça fait ressortir notre côté vraiment sauvage et animal qui est tellement enfoui loin, loin, loin en nous. Et c'est beau en fait de sentir cette sauvagerie en nous. Exactement, et de se dire mais mon corps il est pensé, il est conçu comme une horloge suisse et il fonctionne très très bien en fait. Mon corps il est programmé pour et je n'ai rien besoin de faire. Enfin, j'ai juste besoin d'accompagner mon corps, de se lâcher prise. Mais ça demande du travail et de la préparation, à mon sens, en tout cas pour moi, de réussir à lâcher prise. En fait, lâcher prise, c'est pas naturel pour moi et je pense pour une grande majorité des femmes, puisqu'on on a l'habitude de énormément intellectualiser, tout réfléchir, peser le pour et le contre, être vraiment dans notre partie du cerveau du raisonnement et réussir à passer dans ce cerveau justement de l'instinct et du lâcher prise, ça demande une préparation, je pense. Je pense aussi. Parce que c'est pas la mode aujourd'hui. On est surtout dans des schémas de pensée, de tout contrôler, des schémas interventionnistes. Donc en fait, ça va à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de faire, de vivre et de penser. Mais je pense que ça vaut le coup de travailler sur ses peurs, travailler sur ses barrières parce que ça n'a rien à voir. Il y a vraiment un avant et un après. Ouais, quand t'as découvert cette puissance que t'avais en toi, c'est effectivement, ça donne confiance en fait. Tu te dis mais si j'ai pu faire ça, je peux tout faire en fait. Où sont les limites s'il n'y en a pas? Exactement. Mais c'est ça. Et je me suis dit, c'est ça mon super pouvoir de femme en fait. En fait, je trouve que c'est compliqué parce que dès qu'on est une femme, on est difficilement autonome vis-à-vis de notre corps. On sait pas à quoi ressemble notre col de l'utérus, on sait pas à quoi sert notre périnée avant de faire sa rééducation. Dès qu'on a nos règles, vite, on va chez le gynéco comme si c'était une pathologie parce que bam, on parle directement de la contraception. Et au début, des fois, on a même pas commencé à avoir une vie sexuelle que du coup, on prend une contraception et les boutons et s'y est mis. Donc en fait, on est déjà dans l'interventionnisme. On n'a pas le temps d'apprendre à se connaître. Et on continue ce chemin où la vie de femme est constamment médicalisée. Et du coup, l'accouchement, ben évidemment que ça doit être médicalisé, mais une femme a besoin de quelqu'un pour accoucher. Ben en fait non, comme une femme, elle a besoin de personne pour avoir ses règles. C'est son corps qui manie les hormones et c'est comme ça. On est un peu dépossédé en fait de notre corps. C'est ça. On est dépossédé de notre corps, de notre autonomie, de la connaissance de notre corps. Et finalement, beaucoup de femmes après leurs accouchements en sont au même stade parce que ben elles se sont fait voler tout un tas de choses par les protocoles et la façon qu'on a aujourd'hui de médicaliser et surmédicaliser les naissances. Et du coup, je pense que beaucoup ne peuvent pas comprendre ni concevoir ce qu'on a gagné en fait à accoucher par nous-mêmes. C'est là que je trouve ça dingue et qu'on se dit mais c'est dommage parce que si on sait pas qu'il y a autre chose, on peut pas y réfléchir, on peut pas se laisser une chance. Et c'est pour ça qu'il faut laisser la place en fait à ces récits, des récits comme le tien et des récits de femmes connectées à leur intuition dès leur plus jeune âge, connectées à leur côté sauvage, animal, à ce féminin sacré justement dont je parlais tout à l'heure et c'est assez incroyable et je trouve ça magnifique que tu aies ressenti ça dès ton plus jeune âge au plus profond de toi et que ça a été vraiment quelque chose d'instinctif et d'indispensable pour toi et que tu te sois écouté et ces récits-là, des récits de femmes comme toi et d'accouchements comme les tiens, ils doivent être sur le devant de la scène pour faire connaître justement leur existence. C'est ça, et de donner aux femmes aussi l'envie de s'affranchir de toutes ces peurs, de toutes ces normes qu'on nous impose et qui n'ont pas de sens, de toutes ces représentations qui servent qu'à une chose, c'est avoir peur et perpétrer des accouchements cauchemardesques parce qu'on met un grain de sable dans l'horlogerie suisse de nos accouchements. Et je me dis non, il y a des outils à mettre en place, il y a des choses à faire pour vivre autre chose. Et je pense que c'est important de les mettre à disposition. Même si pour l'instant, on peut passer pour des tarés, hein. Pas de souci. J'accepte. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que les femmes qui souhaitent s'affranchir un petit peu de ces modèles classiques d'accouchement pour se sentir un petit peu plus fortes peut-être face à leur choix, elles peuvent se faire accompagner d'une doula. Et donc, toi et moi, on est en reconversion professionnelle pour s'orienter vers ce beau métier qui est d'accompagner les femmes dans leur tenir la main pour qu'elles aient le plus possible confiance en leur pouvoir et en leur puissance pour enfanter leurs enfants comme elles le souhaitent. Exactement. Je pense que c'est un métier qui est essentiel aujourd'hui parce que les femmes sont de plus en plus isolées
dans la désinformation. Et du coup, je pense que c'est un métier clé. Juste pour terminer, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, partager, par exemple, à une femme qui serait sur le point d'accoucher, encore une fois, coucou Célia, est-ce que tu pourrais partager quelques atouts, quelques astuces qui t'ont aidé vraiment sur le moment, au moment où tu ressens la douleur dans ton corps, pour que ça soit ton allié et pas ton ennemi? Moi, je me disais que chaque contraction qui passait, c'était celle qui me rapprochait de mon bébé. Ouais, que j'étais capable, quoi. Que tant que je ressens ça, c'est que tout va bien. J'étais pas inquiète. Je savais que... Donc tu te répétais que voilà, ça te rapprochait de ton bébé, que c'était normal, que tout allait bien. C'est ça. Et que si jamais j'ai besoin, j'ai toujours une paire de mains de mon mari pour me masser. Je savais que j'étais pas seule, que mes désirs instinctifs, j'entends, étaient forcément les bons. Que l'instinct me trompait pas, donc tant que je suivais mon instinct, tout était ok. Donc se faire confiance et s'écouter. Exactement. Bon, super. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non. Merci pour ce moment, je me suis éclatée, c'était bien. Ouais, moi aussi. Merci à toi, merci de me partager ce récit et de le partager aux auditrices, dans les oreilles de qui ça arrivera et qui, je suis sûre, seront touchées, émerveillées et ça leur donnera envie. J'en suis certaine. Merci beaucoup Molly et à bientôt. Merci à toi Floriane, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode des Coquelicots. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est certainement qu'il vous a plu. Alors, pour m'aider à faire connaître ce podcast, vous pouvez en parler autour de vous, le partager sur vos réseaux sociaux, mais aussi mettre 5 étoiles sur votre application d'écoute. Le mieux, ce serait d'envoyer l'épisode à 1 ou 2 personnes qui pourraient être intéressées. Venez également me suivre sur Instagram @lescoquelicots.podcast et n'hésitez pas à me contacter. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode des Coquelicots. Et d'ici là, prenez soin de vous.